Merci beaucoup Virginie, merci aux organisateurs de Cité Unifrance de me donner l'opportunité de participer à cette journée très riche organisée autour d'un sujet porteur à mon avis qui est la diplomatie de territoire et notamment des villes. Je félicite dans un premier temps l'ensemble des intervenants des sphères politiques, de la recherche, des sphères publiques et notamment aussi de la société civile pour leurs contributions très intéressantes qui me donnent en tant que chercheuse spécialisée sur la gouvernance urbaine, comme on dit, du grain à moudre. Les panels qui ont composé cette journée de conférence reflètent en quelque sorte la multitude d'acteurs qui participent à la diplomatie des villes, comme l'a souligné le professeur Viltar plus tôt dans la journée. Je suis ravie aussi d'intervenir aux côtés de Lorenzo Kilgren, grand spécialiste de la diplomatie des villes et qui m'a aiguillée aussi dans mes propres travaux sur ce sujet passionnant, évidemment, monsieur le maire. Il n'est pas tâche facile de prendre la parole après tant d'interventions riches en contenu et en exemples et dernièrement en témoignages. Et l'exercice qu'on m'a confié est donc de revenir dans un premier temps sur les grands résultats de cette journée et ensuite formuler quelques pistes de réflexion, de perspectives qui pourraient orienter le travail des différents acteurs autour de la diplomatie des territoires. Alors permettez-moi dans un premier temps de souligner les moments forts des discussions d'aujourd'hui. J'ai retenu notamment 3 points importants. Pour moi, en tant que chercheuse en sciences politiques, notamment, la diplomatie des villes, elle reflète vraiment le côté multi-acteur de l'action publique. Lorsqu'on parle de la diplomatie des collectivités territoriales ou de la diplomatie des villes, la question de la relation entre l'État central et les collectivités s'impose. Et encore aujourd'hui, ces liens et interactions en termes de compétition, mais aussi de complémentarité entre ces différents échelons sont revenus dans quasiment toutes les présentations. Mais nous avons aussi vu que cette diplomatie des villes implique d'autres acteurs, la société civile, les acteurs de la coopération internationale, donc bi- et multilatérale, et même les chercheurs, et cela à tous les niveaux, nationaux, infra- et internationaux. La diplomatie des villes reflète en ce sens l'action publique telle qu'elle est définie en sciences politiques, ou plus particulièrement en analyse des politiques publiques, et qui souligne que les politiques publiques ne sont plus uniquement pensées, fabriquées et mises en œuvre par un acteur fort central, l'État central, mais par une multitude d'acteurs publics et non publics, centraux et décentralisés, par les acteurs de la société civile, du secteur privé aussi, qui ont été mentionnés aujourd'hui, et tout cela à toutes les différentes échelles. La diplomatie des villes, ses actions concrètes, notamment en phase de crise sanitaire, environnementale, politique, qui ont été mentionnées aujourd'hui et dont vous avez tous parlé, et qui a des impacts de long terme et qui n'ont pas uniquement un caractère ponctuel, reflètent ce que nous appelons en sciences politiques la territorialisation des politiques publiques, c'est-à-dire la capacité des acteurs locaux, décentralisés et territoriaux à produire de l'action publique et non pas seulement de la mettre en œuvre. Et ces acteurs, en fait, participent à cette action publique dès la mise en problème. Les différents panels ont ensuite souligné l'efficacité, l'adaptabilité et le caractère concret de l'action publique véhiculée à travers la diplomatie des villes. Ces actions seraient plutôt de nature ponctuelle, selon les intervenants, mais soulignent la capacité des acteurs décentralisés et locaux à être réactifs, rapides et à produire des solutions adaptées aux besoins des citoyens. Il s'agit d'une action publique humaine, et cela dans différents secteurs de politique publique clés que vous avez mentionnés, la santé, l'environnement et le climat, la sécurité et la promotion de la paix, mais aussi la diffusion ou plutôt la redéfinition des valeurs clés, les droits de l'homme et la démocratie. Alors que le monde se retrouve dans une crise démocratique et de représentativité, comme l'a souligné M. Mafou tout à l'heure, les villes sont des actrices leviers de la reconstruction des valeurs démocratiques adaptées. Et enfin, la dernière impression que je souhaite partager, c'est que nous sommes toujours experts, chercheurs et acteurs à la recherche d'une définition, mais aussi d'une reconnaissance de la place des collectivités territoriales dans l'écosystème diplomatique d'une part, et celui de la coopération internationale d'autre part. Les contributions à l'action internationale de ces villes est indéniable, mais ce que reflètent les présentations de cette journée, c'est aussi que le débat de la diplomatie des villes repose sur celui de la relation entre les acteurs de la diplomatie classique, si j'ose dire, donc de l'État, et des villes ou plus largement des territoires.
Ce rôle des villes dans la diplomatie n'est pas encore institutionnalisé, et ce flou est d'autant plus prégnant que les situations administratives et politiques, le niveau de décentralisation et le pouvoir des acteurs décentralisés et locaux diffèrent d'un pays à l'autre. Je vais désormais vous proposer quelques pistes et perspectives qui peuvent être poursuivies et qui peuvent nourrir les réflexions de tous ces acteurs. Ces propositions sont issues d'un travail que nous menons au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI depuis un peu plus d'un an dans le cadre d'un projet sur la gouvernance urbaine en Afrique subsaharienne. Et en mars 2023, nous avons nous-mêmes organisé une conférence multi-acteurs sur la diplomatie des villes africaines, rassemblant des maires, des chercheurs et experts et des associations françaises et panafricaines. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce sujet sur la diplomatie des villes, c'est en fait qu'il souligne le caractère éminemment politique de la gouvernance urbaine. Souvent, quand on travaille sur l'urbanisation en Afrique subsaharienne, on a l'impression qu'on a affaire à un sujet technique, mais finalement, il s'agit d'un sujet très politique et politisé, donc que la diplomatie des villes permet de souligner. L'objectif de cet événement en mars était de confronter les différentes définitions, encore une fois, de la diplomatie des villes qui varient d'un contexte national et politique à l'autre, et de questionner plus précisément le potentiel de cette approche en tant que dispositif des relations internationales. Et mon but ici n'est pas de vous dresser un bilan exhaustif de cette conférence, mais de revenir sur 3 points, encore une fois, qui me semblent intéressants pour justement cette partie d'ouverture de la conférence et de donner quelques perspectives. Premièrement, je vais dresser rapidement les grandes tendances de la croissance urbaine en Afrique et ce que cela implique aussi pour ses partenaires. Deuxièmement, je vais insister sur l'importance de la croissance des villes de taille intermédiaire et la constitution de nouveaux territoires comme opportunité de redéfinir les relations internationales. Et pour finir, et si on a le temps, je vous parlerai d'un événement concret de la diplomatie des villes panafricaines, le colloque Africité. Alors, je souhaite tourner notre regard vers la région subsaharienne dont nous avons finalement un peu moins parlé aujourd'hui et où la croissance urbaine est galopante. Pour vous donner quelques chiffres, sur les 2 milliards de personnes qui se rajouteraient à la population des villes d'ici 2050, 52% seraient issus du continent africain. Et le continent africain connaît l'un des taux de croissance les plus rapides du monde, avec 4% par an de croissance démographique. Et en fait, dans les rapports des organisations internationales et dans les médias, l'accent est souvent mis, quand on parle des villes africaines, encore une fois, sur les multiples risques et crises qui seraient liés à ces tendances démographiques et socio-économiques. On parle souvent d'absence de moyens techniques et financiers. On parle d'informalité de l'économie et de l'habitat, et par conséquent d'un appauvrissement de la population urbaine. On parle de l'insécurité urbaine, et on parle aussi de l'exacerbation des enjeux climatiques, tels que la montée des eaux dans les villes côtières. Et même si la présentation de ces enjeux comme des perpétuels défis et risques du continent est discutable, la prise de conscience internationale de cette tendance commune du développement urbain sur le continent a amené les territoires à s'organiser autour de la recherche de solutions à ces enjeux. Et la formulation de l'objectif de développement durable numéro 11, dont on a aussi parlé aujourd'hui, a encouragé la formation de multiples réseaux associant des représentants des acteurs locaux, municipaux et décentralisés pour se réunir autour des enjeux urbains. Et je pense que ces mobilisations et événements invitent finalement à aborder la croissance urbaine sur le continent africain, non pas forcément comme une crise, mais comme un fait et presque une opportunité pour penser et renforcer la diplomatie des villes. Dans le but en fait de rendre des citadins audibles, de faire entendre la voix aussi d'une Afrique urbaine. Quand on regarde ensuite de plus près les tendances de la croissance urbaine sur le continent, on s'aperçoit que les villes qui évoluent et qui grandissent le plus vite ne sont pas les mégalopoles dont on parle beaucoup, Lagos au Nigeria, Kinshasa, Dakar ou Nairobi, mais ce sont finalement les villes dites de taille intermédiaire, de 50 000 à 100 000 plus habitants. Ces villes comme Kisumu et Nakuru au Kenya, Songea en Tanzanie ou encore Guadalajara au Nigeria connaissent des taux de croissance qui s'articulent jusqu'à 9% par an. Et des recherches plus récentes sur les villes africaines soulignent cette transformation rapide des territoires urbains et périurbains. Des villages dont les populations s'accroissent, s'urbanisent et basculent du statut administratif rural à urbain avec des conséquences institutionnelles importantes.
Et ces transformations ont notamment lieu dans les zones périurbaines, les périphéries de ces grandes villes capitales. Et l'objectif ici n'est pas de faire un bilan de ces tendances, mais plutôt d'insister sur les opportunités et la nécessité en termes de coopération entre ces villes, ces nouveaux territoires urbains d'une part, et avec d'autres collectivités internationales d'autre part. Les économies et industries étant malgré ces tendances souvent concentrées dans les grandes villes, dans les capitales, comme par exemple aussi le PIB, les villes intermédiaires et territoires en construction manquent souvent de moyens financiers, techniques et de ressources humaines. Ainsi, des collaborations avec d'autres villes, le partage et le transfert de connaissances et les projets de coopération technique dans ces territoires sont cruciaux. L'idée aussi que cette croissance urbaine, notamment dans les villes de taille intermédiaire, nécessite une réflexion sur leur gouvernance et sur les institutions qui les prennent en charge, qui les administrent, mais aussi les institutions et acteurs qui les représentent. Et il est important de réfléchir à comment ces acteurs peuvent collaborer à l'échelle continentale, mais aussi au-delà du continent. Nous assistons, je pense, ici à un moment opportun pour penser de nouveaux formats de collaboration avec ces acteurs et ces territoires qui sont en émergence. Et dernièrement, je me permets de revenir pour finir sur la présentation de Ramatu Kasso qu'elle a donnée à l'IFRI en mars 2023 et qui, elle, coordonne au CGLU Afrique la conférence Africité, un événement triennal panafricain dédié à la coopération entre acteurs des gouvernements décentralisés et municipaux en Afrique. Et ce qui est important, c'est que la dernière édition de cet événement a eu lieu en 2022 à Kisumu, l'une des grandes villes de taille intermédiaire du Kenya. Il s'agit d'un événement en fait qui permet de formuler des réponses communes africaines par rapport à la gouvernance des villes, de créer un espace de véritable dialogue politique entre les élus africains. Et ce qui est crucial, je pense, pour l'édition de 2022, c'est que pour la première fois, la présidence de l'Union africaine a participé à cet événement, tout comme de multiples acteurs des Nations Unies. Donc on voit aussi à l'échelle internationale une véritable prise en considération et prise en compte de la diplomatie des villes, et notamment la diplomatie des villes de taille intermédiaire, comme vraiment acteur clé des relations internationales. Et enfin, un dernier point sur Africité, je pense, qui a été aussi évoqué ce matin par Dorothée Schmidt, c'est aussi la diplomatie des villes comme reflet finalement des relations géopolitiques changeantes. À Kisumu, par exemple, on a eu des acteurs, les partenaires traditionnels du continent africain. Par exemple, dans la délégation française, évidemment, on a eu des acteurs du MEDEF, des acteurs de l'Agence française de développement, des acteurs diplomatiques de la France. Mais on observe aussi dans ces espaces l'arrivée d'acteurs nouveaux. Par exemple, la participation de plus d'une centaine de mairies chinoises qui se positionnent pendant ces événements, qui se positionnent aussi vis-à-vis des acteurs traditionnels et par le biais de la ville. Donc je pense que la diplomatie des villes est vraiment aussi une passerelle pour étudier ces relations géopolitiques changeantes. Je termine mon propos en soulignant encore une fois que le regard vers l'Afrique subsaharienne, où en lieu des transformations urbaines, territoriales et institutionnelles, est nécessaire et qu'il permet vraiment de réimaginer la coopération par les acteurs territoriaux, y compris en France. Merci beaucoup.